Bonjour, chers invités, chers spectateurs, comme vous êtes appelés dans mon interface. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information. Mon nom est Lynne Da Silva, je suis professeure et directrice à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information et je vais animer cette présentation. Et je suis accompagnée de 4 personnes. Il y a Isabelle Bourget, qui est coordonnatrice de stage à l'EPSI. Il y a Yvon Lemay, qui est professeur à l'EPSI. Et on a 2 étudiantes, Annie Fafard, étudiante de premier cycle, et Samy Wilcox-Gélina, étudiante au 2e cycle. Alors, démarrons ceci. Donc, nous allons vous présenter nos programmes d'études en sciences de l'information. Ce sont des programmes donnés par un département de la Faculté des arts et des sciences à l'Université de Montréal qui s'appelle l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information. Et vous avez là sur cette diapo la mission de notre école d'enseigner et de faire de la recherche. Donc, on vise à former des professionnels et des chercheurs et chercheuses à la gestion de l'information consignée et des connaissances. Et on veut aussi contribuer à l'avancement des connaissances et des pratiques en gestion de l'information. Il serait sûrement utile que je définisse ce que sont les sciences de l'information. C'est dans le nom de notre école. Les sciences de l'information, c'est une discipline qui, dit simplement, elle s'intéresse à la gestion de l'information consignée et des connaissances. Qu'est-ce qu'on entend par ces différents éléments? La gestion de l'information consignée des connaissances. La gestion, ça veut dire s'occuper de documents ou d'autres ressources d'information, comme les créer, comme évaluer l'information, décrire des documents, organiser une collection ou un fonds de documents, stocker, emmagasiner ces informations, apprendre à repérer, donc faire de la recherche d'informations, mettre en œuvre ce qu'on doit pour préserver à plus long terme des informations, des documents, des collections et diffuser le contenu de cette collection ou de ces fonds pour qu'ils soient utilisés. Donc ça, c'est ce qu'on entend par la gestion. Mais de quoi? De l'information consignée. Qu'est-ce que c'est de l'information consignée? Elle peut être sous différentes formes, c'est ce qui est énuméré ici. On peut parler de documents imprimés, on peut parler d'informations numériques, il peut être question de documents audiovisuels, donc de la vidéo, du film, des images. Ça peut être des jeux de données, donc de l'information qui est un petit peu d'une forme un peu moins conventionnelle, des jeux de données. Et ça peut être des collections hybrides qui contiennent une ou plusieurs de ces formats de documents, je dirais. Et vous aurez peut-être compris que ces ensembles de documents sont souvent des collections détenues par des bibliothèques, par des centres ou des services d'archives, des centres de documentation, mais de plus en plus, ça peut désigner des collections numériques qu'on peut trouver sur le web sous différentes formes. Donc ça, c'est pour le deuxième élément de la définition. Le dernier élément, la gestion des connaissances. Qu'est-ce qu'on entend par les connaissances? C'est plutôt de l'information tacite, non consignée, non écrite, comme par exemple des représentations, le savoir organisationnel, la culture organisationnelle. Et dans les explications que je vais donner à la diapo suivante, vous allez comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par les connaissances. Et en sciences de l'information, on fait ça, gérer de l'information et des consignées et des connaissances pour le bénéfice d'une communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices. Qui peuvent être ces utilisateurs ou utilisatrices? Ça peut être les gens qui utilisent une bibliothèque publique ou une bibliothèque, les étudiants d'une bibliothèque universitaire, des élèves d'une bibliothèque scolaire. Ça peut être les différents utilisateurs d'un service d'archives, comme les citoyens d'une ville ou d'un pays, les employés d'une organisation où il y a ce centre ou ce service d'archives. Et donc, les diplômés de sciences de l'information ont une vocation de service envers une communauté d'utilisateurs. Et c'est quand même une partie importante des sciences de l'information.
Les sciences de l'information sont issues de deux institutions fondatrices les plus importantes, la bibliothéconomie ou les bibliothèques et l'archivistique ou les archives. Ces deux institutions-là sont, on pourrait dire, séculaires, même millénaires. Ce sont des institutions qui accompagnent les humains dans la gestion de leur documentation depuis la nuit des temps, depuis le temps qu'il y a des bibliothèques, comme la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple. Mais il faut bien comprendre que les méthodes et les outils ont beaucoup évolué avec le temps. Ceux qui m'écoutent en ce moment ont sûrement beaucoup de stéréotypes attachés à ce qu'est un ou une bibliothécaire, qu'est-ce que c'est qu'un service d'archives. Mais c'est important pour vous de savoir que les bibliothèques et les archives sont à l'avant-plan de la circulation de l'information dans la société aujourd'hui, et qui s'appuient sur les outils les plus modernes et qu'ils ont une ouverture sur le monde actuel et ses besoins en information. Donc, mettez de côté les stéréotypes, les préjugés que vous avez envers les bibliothèques et les archives parce qu'on est à des années-lumière des stéréotypes que vous pourrez avoir. Et d'ailleurs, il y a plusieurs applications contemporaines des sciences de l'information qui sont abordées dans nos études en sciences de l'information. Et il y en a un certain nombre d'exemples donnés ici sur la diapo. Nos diplômés peuvent être appelés à travailler en architecture de l'information. Et ce que ça veut dire là, c'est l'architecture de l'information, c'est les principes et les méthodes et les outils derrière la conception de systèmes d'information efficaces, structurés de façon optimale et qui sont adaptés à leurs utilisateurs. Donc, on pense à des systèmes d'information sur le web qui vont être conçus dans les règles de l'art par l'architecture de l'information. Ça comprend aussi, nos applications contemporaines, la conception de systèmes d'information comme différents logiciels, par exemple les catalogues de bibliothèques en ligne, mais aussi toutes sortes de portails et d'autres sites web. Encore dans les applications contemporaines, il y a la gestion et le transfert des connaissances, ce qui est absolument essentiel lorsque le savoir d'une entreprise, par exemple, n'est pas complètement consigné dans des documents sur papier, mais quand une bonne partie des savoirs se trouve dans l'expérience et les connaissances de ses employés et qu'on veut capter ces connaissances-là avant que ces gens-là partent à la retraite ou partent pour un autre employeur. Donc, c'est les connaissances auxquelles je faisais référence dans la diapo précédente. Comment faire pour en sortir des informations consignées que l'on pourra gérer. Donc, c'est la gestion des connaissances qui s'intéresse à ces méthodes et outils. Autre application contemporaine, la gouvernance de l'information, qui porte sur la façon dont l'information est gérée dans une organisation, quels sont les rôles et les responsabilités de chacun et comment est-ce que tout ça peut être agencé de façon à bien respecter les compétences et les responsabilités des différents intervenants. Et finalement, je mentionne la veille stratégique qui met en œuvre un ensemble d'opérations qui permet de demeurer informé sur un sujet donné de manière à pouvoir utiliser la bonne information au bon moment pour prendre la bonne décision pour notre organisme. Alors, vous avez là, dans les 5 applications qui sont mentionnées ici, on voit qu'on est très, très loin de ce que vous pouvez avoir comme stéréotype de la bibliothèque ou des services d'archives traditionnels, mais c'est absolument des préoccupations qui sont abordées dans les cours à l'École de bibliothéconomie des sciences de l'information. Donc, nous offrons des programmes aux 3 cycles d'études, premier, deuxième, troisième cycle. Les certificats de premier cycle peuvent être réalisés à l'intérieur d'1 année. C'est tout à fait possible de faire son choix de cours pour faire le certificat en 1 année, même si les études à temps partiel sont possibles aussi. Le bac, donc le certificat en archivistique peut être réalisé avec stage ou sans stage. Il y a des conditions qui s'appliquent.
Et le certificat en gestion de l'information numérique porte sur différents outils, principes, méthodes, processus pour gérer l'information numérique, donc créer des documents numériques, rechercher de l'information numérique, préserver l'information à long terme. Et ce deuxième certificat en gestion de l'information numérique peut être combiné avec des programmes en gestion pour faire ce qu'on appelle le backup en gestion, le bac par cumul de certificats en gestion. Et je voulais mentionner que aussi le certificat en archivistique, tout comme le GIN, peut être combiné à d'autres programmes de premier cycle, des mineurs ou des certificats, pour qu'un étudiant obtienne un bac par cumul de certificats. Notre maîtrise est un programme de 2 ans qui peut être soit avec stage, soit avec mémoire. La maîtrise avec mémoire ressemble un peu plus à une maîtrise disciplinaire classique de 45 crédits qui s'appuie sur un certain nombre de cours et la réalisation d'un mémoire, alors que la maîtrise avec stage est essentiellement ce qu'on appelle une maîtrise cours, où les étudiants font un grand nombre de cours, 45 crédits, donc 15 cours, suivis d'un stage dans un milieu professionnel qui complète les 51 crédits. Nous offrons également le doctorat, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, de spectateurs qui sont ici avec nous aujourd'hui pour être informés du doctorat. Donc, je vais aller à la diapo suivante. Je vais céder la parole à mon collègue Yvon, prof en archivistique. Oui, merci Lynn. Alors, comme vous êtes en mesure de le constater, les finissants au certificat en archivistique sont appelés à travailler dans différents milieux et dans différents types d'organisations, tant privées que publiques. De plus, je pense que c'est important de le souligner, selon leur formation antérieure ou leur expérience, et selon aussi que leur certificat s'inscrit dans un programme universitaire plus complet au premier cycle, baccalauréat par cumul par exemple. Donc, tout ça va faire que les postes qu'ils sont en mesure d'occuper sont très nombreux sur le marché du travail. Et on en a de bons exemples. Donc, lorsqu'on regarde les offres qui sont offertes sur le marché de l'emploi, on va retrouver par exemple des postes pour, bien sûr, des archivistes, mais des archivistes comme conseillers en gestion documentaire, des archivistes responsables, bien sûr, des services d'archives, des archivistes de référence, des offres aussi qui cherchent des gestionnaires de documents, des responsables de la gestion documentaire, des coordonnateurs en gestion de documents et des archives, des conseillers en gestion des documents numériques, des analystes, archivistes, des procédés administratifs, des analystes en gestion d'information, en gestion documentaire, des spécialistes en gestion de dossiers, des spécialistes en gestion des documents et des archives, des techniciens, des médiathécaires, bref, vous le voyez, les offres, les possibilités d'emploi donc sur le marché du travail sont très nombreux pour nos finissants en archivistique. Merci Yvon. Enchaîner sur un aperçu des débouchés possibles lorsque quelqu'un fait un certificat en gestion de l'information numérique ou GIN pour les intimes. Les étudiants peuvent choisir une ou l'autre des spécialisations. Ils peuvent aussi choisir de faire leur programme à leur choix, mais pour faire comprendre quelles sont les possibilités pour les étudiants, nous avons identifié 5 spécialisations. Une qui est davantage axée sur les sites web et les réseaux sociaux, où on suggère un certain nombre de cours qui relèvent de cette spécialisation. Les étudiants peuvent choisir plutôt des cours axés sur la création et le multimédia, ou alors sur le patrimoine documentaire, surtout s'ils viennent combiner des cours en archivistique avec leurs cours en GIN. Peuvent se diriger davantage vers l'informatique appliquée en choisissant un plus grand nombre de cours en informatique ou alors peuvent, en choisissant entre autres des cours en communication, peuvent axer leur spécialisation sur les technologies en milieu de travail. Pour avoir le détail de ces spécialisations, je vous invite à consulter la page web qui donne des informations sur le programme, mais je préférais axer ici la présentation sur les différentes spécialisations possibles. Les diplômés du GIN
peuvent occuper différents postes comme gestionnaire de site web, conseiller en gestion de l'information numérique, responsable de documents numériques ou analyste de données. Donc, ce sont des termes qui peuvent être un peu génériques. Il faut dire que le certificat en GIN est davantage utile à des étudiants qui combineraient le certificat avec d'autres programmes un peu plus disciplinaires pour appliquer les principes de gestion de l'information numérique dans un contexte particulier. Donc, nos diplômés peuvent, par exemple, devenir gestionnaires de sites web dans différents domaines. Et puis, ces domaines-là, ils peuvent les développer en faisant d'autres programmes de premier cycle. Je vais passer la parole maintenant à Isabelle Bourget. Oui, bonjour. Alors, moi, je vais vous présenter rapidement la maîtrise donc, en sciences de l'information. Qui a donc 51 crédits quand il s'agit de la maîtrise professionnelle. Je dirais qu'une des caractéristiques de la maîtrise, à mon avis, c'est qu'il y a à la fois une base solide avec 7 cours obligatoires qui sont faits normalement au début de programme et une grande flexibilité parce qu'après, en fonction des 8 cours à option que les étudiants choisissent, ils peuvent se diriger vers certains profils d'emploi qu'on a définis pour les aider justement à faire leur parcours. On n'a pas d'obligation en deuxième année de choisir des cours à combiner ensemble. Donc, c'est vraiment des suggestions qu'on offre aux étudiants pour déterminer des profils, pour les aider à se diriger vers certains postes peut-être plus pertinents pour eux. Donc, on a 5 profils d'emploi qu'on appelle aussi parfois profils de sortie, si vous regardez notre site web. Le premier, c'est la gestion des ressources informationnelles et des connaissances. Ça correspond surtout aux postes qui vont dont les fonctions principales vont être de décrire ou d'organiser de l'information, des documents, des connaissances, mais c'est vraiment au niveau de la description et de l'organisation de l'information. Ça aboutit à des postes comme bibliothécaire catalogueur ou bibliothécaire indexeur, analyste à la gestion des documents, médiathécaire, donc des postes où on va plus se concentrer sur, comme j'ai dit, la description de l'information et son organisation. Ensuite, un autre profil d'emploi très populaire auprès des diplômés, et souvent celui qui est le plus connu, c'est ceux qui aboutissent au poste les plus connus, c'est le profil des services aux utilisateurs. Donc, les emplois dans ce profil-là vont surtout se concentrer sur la diffusion de l'information. Donc, c'est le bibliothécaire de référence, par exemple, l'archiviste de référence, Yvon Lemay a mentionné avant également, le conseiller en gestion documentaire, donc des postes où l'utilisateur va être vraiment au cœur du travail du bibliothécaire ou de l'archiviste. Pas qu'il n'y ait pas dans les autres, mais disons que c'est le mandat principal, c'est de faire un lien avec les utilisateurs. Ensuite, un autre profil d'emploi, c'est la gestion et la conception de ressources numériques. Donc ça, il s'agit de postes où on va principalement travailler à développer des outils pour la gestion de l'information. Donc, par exemple, bibliothécaire système, par exemple, architecte de l'information, gestionnaire de données, responsable des services de gestion électronique des documents, donc des postes où le volet informatique qui est présent dans tous les postes en sciences de l'information, mais devient vraiment dominant, comme dans les fonctions du diplômé. Ensuite, quatrième profil d'emploi, c'est le profil en gestion au contexte de services d'information. Donc là, il s'agit de postes où la fonction principale des diplômés va être de gérer des services, des organismes, ou bien des programmes. Donc, par exemple, directeur d'une bibliothèque, directeur d'un service d'archives, chef de division, responsable d'un service, chargé de projet pour tel projet spécifique. Donc, le volet gestion est important dans ce type de poste. Et finalement, le dernier profil d'emploi, c'est le profil d'emploi, c'est donc gestion stratégique de l'information, où là, l'emphase et la fonction principale sera plutôt d'optimiser les différentes fonctions en gestion de l'information, de s'assurer que tout est fait de la meilleure façon possible à toutes les étapes de la gestion de l'information, aussi bien au niveau de la description, de la diffusion, de la gestion en général. Puis avec ça, on va avoir des postes, par exemple, de spécialistes en gouvernance de l'information, conseiller en transfert de connaissances, gestionnaire d'information, qui est un titre un peu large, mais qui peut s'appliquer, spécialiste en intelligence économique. Donc, tout ça vous donne une idée de la grande variété de ce que vous pourriez bâtir dans le programme de maîtrise en fonction de vos intérêts, en fonction du choix de cours que vous offre la possibilité de faire 8 cours à option à partir de votre deuxième session de cours. Voilà. Merci Isabelle.
Je vais présenter quand même un peu rapidement, juste mentionner que oui, nous offrons le doctorat en sciences de l'information pour les gens qui veulent pousser plus loin la recherche et préciser qu'il y a deux options, l'option générale qui est la classique et on a aussi une option en muséologie pour des gens qui voudraient étudier des phénomènes qui relèvent de la muséologie, mais avec un angle de sciences de l'information. Alors là, évidemment, c'est davantage les gens qui se dirigent soit pour être professeurs, pour être consultants aussi, chercheurs, chercheuses. Donc, il y a différents débouchés pour ces étudiants-là aussi. Alors, la dernière diapo que je vais faire afficher, c'est un exemple de tâches, de compétences que peuvent acquérir nos diplômés. Ça a été conçu beaucoup en pensant aux diplômés de la maîtrise, mais beaucoup de ces choses-là peuvent aussi s'appliquer aux diplômés de nos certificats. Je défends le droit à tous d'être informés sur le sujet de leur choix. Je milite pour la libre circulation de l'information. J'aide les organismes à savoir quoi faire de leurs documents numériques et imprimés, etc. Je vais me permettre de ne pas tous les lire parce que je vais laisser la diapo en arrière-plan au moment où je donne la parole à nos étudiantes qui pourront vous parler de leur expérience. Alors, je vais d'abord céder la parole à Annie Fafard, qui a fait le certificat en archivistique et qui est présentement inscrite au certificat en gestion de l'information numérique. Oui, merci. Donc, bref résumé de mon parcours. Quand je suis arrivée au certificat en archivistique, je n'avais vraiment aucune connaissance particulière du domaine. Donc, le certificat m'a vraiment donné une bonne base pour les fondements théoriques de l'archivistique, puis aussi le côté pratique, connaître le réseau. On a eu aussi plusieurs conférenciers qui sont venus dans les cours qui nous ont permis d'avoir une vue sur différents horizons. Pour le certificat en archivistique, moi, j'ai choisi de réaliser le stage de 25 jours. Donc, ça m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises. Puis au final, j'ai trouvé que j'étais vraiment bien préparée, autant pour saisir les enjeux du milieu que pour réaliser les tâches concrètes que j'avais à accomplir. Puis, j'ai aussi trouvé que les professeurs étaient très accessibles. Pour le certificat en gestion de l'information numérique, c'est vraiment plus axé, je trouve, sur le côté pratique. Les cours sont séparés, comme la moitié d'un cours est consacré à la théorie, puis la moitié, voire même un peu plus à la pratique dans les laboratoires informatiques. Il y a aussi, comme Mme Da Silva l'a mentionné, il y a aussi plus de cours à option qui permettent un peu d'orienter le cheminement selon nos intérêts particuliers. Moi, j'ai choisi l'Université de Montréal beaucoup pour pouvoir réaliser les deux certificats qui sont distincts, mais tous les deux dans le domaine de la science de l'information. Puis, par la matière qui est couverte dans les cours de ces deux certificats-là, je trouve que je peux avoir comme vraiment un portrait global puis beaucoup de connaissances. Éventuellement aussi peut-être poursuivre à la maîtrise. Donc, comme j'ai déjà un pied dans la classe, mon cheminement sera simplifié. La première année que j'ai effectuée, c'était à distance. Donc, c'est sûr qu'en ce qui concerne la vie étudiante, c'était un peu plus limité, mais on avait beaucoup de travaux d'équipe à faire. Donc, c'était quand même simple. Puis, j'ai rencontré plusieurs autres étudiants qui avaient différents horizons, des gens qui viennent d'un peu différents milieux, plus jeunes, plus vieux. Donc, je trouvais ça vraiment très intéressant. Puis cette année, j'ai commencé un contrat d'auxiliaire de recherche, ce qui est permis à l'université. Donc, je travaille sur une base de données sur les techniques et les technologies du cinéma. Ça me permet d'allier à la fois mes intérêts artistiques, puis de mettre en pratique aussi les connaissances que j'acquiers pendant mes certificats. Donc, en très, très, très gros résumé, voici mon cheminement étudiant. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Samy Wilcox-Lelina. Oui, je ne sais pas si je vais juste avec le micro, là, puisque ma caméra ne fonctionne pas au niveau du webinaire. D'accord. Allons-y. OK. Bon, ben parfait. Bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Samy, puis je suis étudiante à la MSI, donc la maîtrise en sciences de l'information depuis l'automne 2020. Je suis donc à ma 4e session. Si j'avais étudié à temps plein, j'aurais fini mes cours cette session-ci. J'ai par contre opté là, pour faire la maîtrise à demi-temps en 3 ans et demi, 4 ans, puisque je travaille à temps plein comme commis de bibliothèque à la ville de Saint-Eustache.
La maîtrise est très flexible pour ceux qui veulent soit travailler à temps plein ou travailler à temps partiel, puis prendre exactement le nombre de cours qu'ils veulent à chaque session. Il y a beaucoup de flexibilité, donc c'est bien pour ça. Et puis, sinon, ma formation de base à moi, elle est en littérature, donc je ne suis pas très originale. Mais vraiment, là, pour ceux qui ont l'impression qu'ils auraient dû étudier en histoire ou en archivistique ou en littérature là, pour avoir leur place dans le programme. Vraiment, vous avez votre place, même si vous venez d'un milieu complètement différent. J'ai une amie là, qui, elle, est ergothérapeute à la base, puis qui vient faire la maîtrise, qui a fait la maîtrise, en fait, pour venir compléter sa formation de base. Une autre qui a été pharmacienne, une autre qui a étudié en neurologie. Puis, ce qu'on a toutes et tous en commun, en fait, c'est la volonté là, de combiner notre expertise dans notre domaine d'origine à une compétence forte là, en gestion de l'information. Puis, vous allez le voir autant dans la diversité des étudiants, des étudiantes que des professeurs. Il y a des intérêts de recherche puis des intérêts pratiques très, très, très diversifiés. Vous allez avoir des cours, puis des collègues là, qui viennent de tous horizons puis qui ont des intérêts très divers. Et pour ce qui est de la diversité des débouchés aussi, c'est à l'image du programme, il y en a beaucoup, que ce soit le secteur municipal, scolaire, académique qu'on connaît plus, donc les bibliothèques publiques, universitaires, scolaires, mais aussi là, le domaine commercial puis technologique, comme Lynn puis Isabelle le soulignait. Donc, de plus en plus, il y a des professionnels de l'information puis des bibliothécaires là, diplômés de la MSI qui travaillent en entreprise, qui sont veilleurs, webmestres, qui conçoivent des bases de données, qui conceptualisent des bases de données, tout ça. Pour ce qui est de mes intérêts en particulier, là, en gros résumé, c'est le secteur municipal, donc le classique, le coup de cœur pour les bibliothèques publiques. Pour ce qui est de mes raisons personnelles là, pour avoir choisi la MSI, puis une orientation un petit peu plus bibliothèque publique, c'est le rôle d'éducateur populaire qu'on a en tant que bibliothécaire puis professionnel de l'information, mais qui est vrai aussi quand on travaille en archives, en gestion numérique ou en bibliothèque. Vraiment, c'est l'idée que nous, ce qu'on veut faire, c'est donner accès à l'information, aux loisirs, à la culture. On veut mettre des personnes en lien, on veut créer des partages dans la communauté. Puis, à ce titre-là, ce qu'on veut faire, c'est diminuer les barrières pour l'accès au savoir, à la culture, redresser les inégalités. Puis, au quotidien, je vous dirais, pour travailler à la bibliothèque en ce moment, on le voit, là, on travaille puis avec et pour des gens dans différentes situations, que ce soit des personnes immigrantes, que ce soit des personnes en situation d'itinérante, des gens plus éduqués, des nouveau-nés aux personnes âgées. Vraiment, notre mission là, touche à divers publics. Puis, je pense que cette perspective-là de justice sociale puis d'inclusion teinte pas seulement la bibliothéconomie, mais tout le domaine là, des sciences de l'information de plus en plus. Puis, c'est ce qui, à mon sens, en fait un secteur de pratique puis de recherche tellement intéressant puis actuel. Donc, c'est ça. Puis, on va sûrement se croiser là, parce que, en fait, j'ai pas fini mes études. Puis, si vous le faites à temps plein, on va passer notre dernière année de maîtrise ensemble. Donc, on se recroisera certainement dans les locaux de l'EPSI. Très bien. Merci beaucoup pour ces deux témoignages d'étudiantes. On est maintenant arrivé à la période de questions. Je vais peut-être commencer par répondre aux questions qui ont été écrites dans le volet questions et réponses. Sabrina McGregor demande quelle est la différence entre la maîtrise avec recherche et celle sans recherche ou le fait de la rédaction et le stage. Donc, le parcours académique est légèrement différent. La maîtrise avec stage, il y a plus de cours. C'est vraiment 15 cours à faire, alors que la maîtrise avec mémoire, c'est 8 cours. Et en termes de débouchés, en réalité, les deux terminent avec la même maîtrise qui s'appelle une maîtrise professionnelle et qui ouvre la porte à peu près aux mêmes emplois. Mais évidemment, pour un employeur donné, il va chercher un profil plutôt qu'un autre. Donc, un employeur pourrait préférer quelqu'un qui a déjà fait un stage dans un milieu comme le sien, alors qu'un autre pourrait dire, ben moi, je cherche quelqu'un qui a des capacités d'analyse et de synthèse et quelqu'un qui a fait un mémoire de maîtrise, ça m'intéresse. Mais a priori, les diplômés sont éligibles aux mêmes emplois. Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose à ça? Oui, ben, c'est sûr que
Moi, ce que je recommande toujours aux étudiants qui s'en vont vers le mémoire, donc je ne rencontrerai pas comme coordonnatrice de stage, je leur propose toujours, quand je les rencontre ou s'ils m'interrogent, c'est de venir me voir pour regarder avec eux leur CV, pour trouver des stratégies pour avoir des emplois étudiants. Il y a quand même beaucoup d'emplois étudiants dans notre domaine pour ne pas finir leur maîtrise sans aucune expérience concrète dans le domaine. Je pense que c'est ça la stratégie qu'il faut avoir quand on va vers un programme donc avec mémoire. D'habitude, c'est parce qu'on a un sujet en particulier qui nous intéresse, qu'on veut creuser, qu'on a intérêt pour la recherche. Mais pour se garder l'option, je veux comme, j'y vais pas pour faire un doctorat, mais j'y vais quand même pour éventuellement avoir un poste après ma maîtrise concrète dans le milieu professionnel. C'est ça, c'est d'avoir une stratégie pour aller chercher quelques petites expériences en parallèle au travail de recherche pour aboutir après avec un dossier, un CV intéressant qui permettra de postuler exactement sur les mêmes emplois que les étudiants qui auront fait le programme professionnel classique. Et c'est parfois un avantage si notre mémoire de maîtrise porte sur un sujet en particulier, puis que le poste porte sur le même sujet, de très bien connaître le domaine, ça peut être un avantage par rapport aux autres étudiants qui se sont peut-être des fois un peu plus éparpillés dans différents sujets par une variété de corruption. Donc, c'est tout à fait possible d'aboutir sur le marché du travail après le mémoire, comme on le fait avec le parcours avec stage. Très bien, merci beaucoup. Je vois Nancy qui pose... Ah oui, pour les étudiants étrangers, oui, le programme est ouvert à tous. Ça demande, pour le programme de maîtrise, ça demande un diplôme de premier cycle dans n'importe quelle discipline. Il n'est pas nécessaire d'avoir étudié ni en archivistique, ni en gestion de l'information numérique pour être admis à la maîtrise. Est-ce que l'expérience joue? En fait, les dossiers d'admission sont étudiés de façon comparative. C'est un programme contingenté, la maîtrise en sciences de l'information. Et donc, on examine plusieurs aspects des candidatures. Oui, l'expérience dans le domaine, que ce soit du bénévolat ou des emplois rémunérés, peut aider, mais ce n'est pas nécessaire. Ça dépend de la candidature examinée dans son ensemble. Quelqu'un qui a d'excellents résultats scolaires, mais pas d'expérience, ne devrait pas être inquiet. Quelqu'un dont les résultats scolaires sont moyens, mais qui a une expérience, soit de travail, soit de bénévolat dans une bibliothèque ou un service d'information, ça peut aider à l'évaluation de son dossier. L'autre question, à titre de consultant troisième cycle, quels sont les employeurs potentiels parmi nos diplômés du doctorat à titre de consultant? Je sais qu'on a une diplômée qui est à Bibliothèque et Archives du Canada. Par contre, elle n'a pas un poste de consultant, c'est un poste à temps plein. Mon Dieu, ça peut être n'importe où. Est-ce que tu as des exemples, Isabelle, d'employeurs potentiels pour les consultants, pour nos diplômés du doctorat? Je dirais les organismes qui embauchent parfois des consultants pour des questions en gestion de l'information, mais moi, j'ai plus l'impression que nos diplômés au doctorat se trouvent des postes régulier que de faire un travail de consultant. Les consultants que je connais dans le domaine, c'est plutôt des gens qui ont fait la maîtrise, qui ont beaucoup d'années d'expérience et qui décident de passer consultant pour justement prendre des mandats temporaires dans toutes sortes d'organisations. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire au doctorat, mais je dois dire que je ne vois pas dans nos derniers diplômés qui fait ça au doctorat, mais ça pourrait être fait certainement. Oui, il me semble qu'on en a, je ne veux pas nommer des noms, là, mais ça peut être n'importe quelle organisation qui a besoin d'un coup de pouce dans sa gestion d'information. Et ces gens-là peuvent vouloir embaucher quelqu'un qui a une formation au doctorat, donc qui est autonome, qui est capable de comprendre une situation problématique, proposer une méthode pour essayer de répondre aux problèmes ou de trouver une solution et la mettre en œuvre. Est-ce que tous les cours sont de jour, car il faut concilier travail-famille. Non, on a des cours de jour, d'après-midi et de soirée. Par contre, les cours pour la maîtrise, les cours obligatoires sont donnés dans la journée. Il y a des cours à option qui peuvent être donnés à différents moments. Pour les certificats, les deux sont des certificats de soir. Donc, les cours du certificat au GIN ou en archivistique sont essentiellement donnés à partir de 16 heures l'après-midi, sauf au GIN qui a des cours d'informatique et de communication. Ces cours-là sont gérés à l'extérieur de l'EBSI et peuvent être donnés durant la journée.
Alors, je réponds globalement parce que je ne suis pas certaine. Ah, c'est à la maîtrise. Je ne l'avais pas vu. Donc, les cours obligatoires le jour et ensuite, il y a une variété. Il y a des cours en ligne aussi. Donc, je laisse Isabelle continuer de répondre à la question de Delphine. Catherine, au sujet de la maîtrise, est-il possible de faire l'ensemble des cours à distance? Ben non. Nous avons trouvé durant l'année dernière où tout l'enseignement était à distance que certains enseignements se faisaient vraiment moins bien. C'est lié, entre autres, à notre vocation de service envers une communauté et aussi nos étudiants doivent développer un réseau. Les diplômés de la maîtrise s'entraident dans les milieux professionnels et ces réseaux sont formés à la maîtrise. Et ça ne se fait pas de la même façon, en ligne et à distance. Donc, il n'est pas prévu dans le moyen terme, court et moyen terme, que la totalité du programme soit offerte à distance. Question de Vincent Chaillier, je vais compléter la maîtrise en histoire. Peu d'expérience sur le marché du travail, il y a très peu de débouchés sur le marché en ce moment. Serais-je mieux de m'inscrire au certificat en GIN ou à la maîtrise? Tout dépend de vos aspirations professionnelles. Le certificat en GIN, bien sûr, c'est un programme d'1 année qui vous permettra de postuler plus rapidement à des emplois. Mais par contre, vous forme pour faire davantage des opérations de travailler au niveau opérationnel. La maîtrise est un diplôme professionnel. Donc, en terminant la maîtrise, vous avez accès à des emplois, par exemple, de cadre, de gestionnaire, de chef d'équipe pour mettre en œuvre des solutions originales. Donc, c'est une différence importante. Une autre différence importante, c'est que le GIN, c'est vraiment axé sur la gestion de l'information numérique. Ça ne touche pas du tout le monde de la bibliothéconomie. Ça parle un peu du monde de l'archivistique, mais c'est le certificat en archivistique qui se base là-dessus. Donc, je pense que si vous voulez vraiment trouver une solution à votre question, une réponse à votre question, il faudrait discuter davantage avec un des profs de l'EBSI pour voir c'est quoi vos objectifs de carrière exactement. Fatma Doumbia, au moment de poser ma candidature, doit-on mentionner les programmes universitaires qu'on a suivis mais pas validés? C'est libre à vous. C'est sûr que ça nous permet, dans le comité des admissions, de comprendre votre parcours, et des fois, c'est des ajouts intéressants pour nous. Donc, je vous encourage à les mettre. Ce n'est pas vraiment de pénalité. J'essaie de m'assurer de regarder toutes les questions avant que le webinaire soit terminé. Donc, Yasser Saoudi qui demande « Je suis étudiant en Master 1 en France. J'aimerais savoir si j'ai le droit de candidater pour le certificat en GIN. » Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de restriction quant à la citoyenneté ou au pays de résidence pour candidater. Ensuite, par contre, vous devez vous assurer, si vous êtes admis, de faire les démarches à temps pour obtenir votre visa d'études. Ça prend quand même plusieurs mois pour obtenir ça. Je ne l'ai pas mentionné, mais pour les 2 certificats, il y a des entrées à l'automne et à l'hiver, alors qu'à la maîtrise, il y a seulement des admissions à l'automne. Donc, vous avez un peu plus de jeu au premier cycle. Quelles sont les possibilités de semestre à l'étranger? Pour les certificats de premier cycle, c'est très, très, très limité à cause de la longueur du programme. Je ne pense pas qu'on en a déjà eu. Ce n'est pas absolument impossible. À la maîtrise, c'est possible. On a des partenaires en France, notamment l'École nationale des chartes. Surtout les étudiants en archivistique peuvent aller faire un séjour à l'étranger. Donc, essentiellement, on parle d'un trimestre, habituellement, un trimestre de la 2e année, le plus souvent l'hiver. Ça peut être l'automne aussi, mais il y a des problèmes de calendrier universitaire qui ne coïncident pas. Et il faut juste faire attention, il faut juste comprendre que si vous faites un trimestre à l'étranger, au moment où vous pourriez faire votre stage, il faut vous poser la question, est-ce que le stage, vous allez le faire en revenant? Est-ce que ça va vous retarder dans vos études? Je ne sais pas si Isabelle ou Yvon, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Disons qu'il faut nous prévenir pour qu'on planifie le stage avant le départ et non pas au retour, mais c'est tout à fait possible d'aller faire un séjour à l'étranger, de faire son stage là-bas ou de faire son stage en revenant. Je pense qu'on va bientôt être coupé parce que ça va bientôt fermer. Oui, il reste 3 minutes. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, sinon, là, mais oui, il y a encore des questions. Est-ce qu'on priorise les questions écrites? Peut-être. Taux d'emploi, je n'ai pas les chiffres, mais c'est assez élevé. C'est dans les 75% d'emplois après le certificat en GIN, les dernières nouvelles, mais ça, je n'ai pas les chiffres à jour.
Je lis la longue question. Sinon, prenez en note pour tout le monde l'adresse courriel. Vous pouvez envoyer vos questions là, puis la personne qui l'ouvre va distribuer selon la question à la meilleure personne pour y répondre dans l'équipe de l'EPSI. Donc, epsi.info@epsi.umontréal.ca. On va répondre à vos questions. Oui, j'encourage notamment Valérie Picard-Proux. La question est un peu longue, c'est un peu long à répondre aussi, mais ça me fait plaisir d'y répondre. Pour la maîtrise, la première session est un peu plus des cours, puis au fur et à mesure qu'on avance, c'est plus des séminaires, mais il faut comprendre que c'est un programme qui n'a pas de premier cycle de préparation. Alors, la première session, on met à niveau tous les étudiants. Donc, il y a beaucoup d'acquisition de connaissances la première session, et puis ça va de plus en plus vers des séminaires de réflexion et de discussion plus tard dans le programme. L'étude de la candidature, ça dépend, premier cycle ou deuxième cycle, ce n'est pas les mêmes chiffres. Pour la maîtrise, normalement, on est capable de donner les réponses entre mars et juin, mais ça peut aller jusqu'en juin. Il faut que tous les documents soient là, évidemment. Il y a beaucoup de documents à remettre, donc ça... C'est ça. Et puis, pour le premier cycle, c'est assez rapide. C'est traité au niveau du registrariat. Je vais juste en profiter pour vous remercier d'être ici, vous rappeler de ne pas hésiter à nous écrire et j'espère qu'on aura au moins répondu à des questions pour les informations qui n'étaient pas sur les pages web.